il n'y a pas d'emploi de l'espace sans emploi du temps. Ça s'appelle la relativité. Or, la relativité a raté son tournant du siècle. La relativité, c'est la rencontre échouée, avortée, entre Bergson, le philosophe de la durée, mais de la durée du vif, du vivant, et Einstein, le physicien du vite et du vide. Vitesse de la lumière, relativité. Ils se sont rencontrés à Paris quand Einstein a quitté l'Allemagne et ils ne se sont pas compris du tout. Et depuis lors, la relativité n'a pas fait son entrée dans la vie quotidienne. La chronopolitique, c'est effectivement la nécessité d'une politique de la relativité. Je prends un exemple. Quand on vous dit qu'une ville qui a le TGV est plus proche de Paris, pour prendre Paris, qu'une ville qui n'a pas le TGV, ça s'appelle en termes techniques une projection azimutale équidistante. Ah oui, c'est un peu compliqué, hein. Mais ça s'appelle la relativité, c'est très simple. Et en même temps, c'est pas politiquement correct. Et non. D'où Surtout ma pas ici, hein. proposition. Surtout pas ici à Bordeaux. D'où ma proposition d'un grand ministère du temps. Je ne plaisante pas. Un ministère du temps qui passe et un ministère du temps qu'il fait. Ce que j'ai appelé une météo politique. Vous prendriez le job? Eh oui. Vous prendriez le je job? suis prêt à travailler avec... D'ailleurs, on va faire un travail avec des physiciens là-dessus. Ça fait partie de l'université du désastre. On finit notre... C'est-à-dire, est-ce que c'est possible d'avoir un ministère du temps, du tempo? Quand je dis du temps, c'est du tempo, hein. Au moment où notre président veut faire un musée de l'histoire de France, moi, je préférerais un ministère de la relativité. Je suis un enfant de la guerre éclair qui s'est produite il y a 70 ans, pratiquement jour pour jour. La guerre éclair, autrement dit la guerre de 39-40, a été mon université, je l'ai dit, mon université du désastre. C'est-à-dire que je suis entré dans cette accélération de l'histoire dont Daniel Halévy allait parler plus tard. Et j'avais 8 ans, 10 ans, 12 ans. Donc c'est un élément très important. On ne peut rien comprendre à mon travail sans le fait que je suis un enfant de la guerre éclair, c'est-à-dire de la guerre vitesse. Guerre vitesse qui a commencé par les panzers et par les grands exodes que j'ai vécus sur les routes, et ensuite par la radio. Tant, la radio Londres. C'est-à-dire qu'on écoutait la radio et on était dans un autre temps. On était libérés pendant ce temps-là. Donc j'ai vécu ça et je disais souvent avec Pérec, toi tu es un enfant de la Shoah, puisque ses parents sont morts dans les camps. Moi je suis un enfant de la guerre éclair. Mais c'était la même guerre. Il y a eu d'abord la déportation, et puis l'extermination, puis il y a eu de l'autre côté l'occupation. Donc je suis un enfant de l'occupation, un enfant de la préoccupation, c'est-à-dire de la perversion du réel. On parle beaucoup de résistants et de collabos. On a oublié le terme occupé. Qu'est-ce que c'est pour un enfant de 10 ans? Qu'est-ce que c'est que d'être occupé? C'est que tout est faussé. Par exemple, les ennemis, j'étais à Nantes pendant la guerre, ils achètent des biscuits lus en même temps que moi j'achète mon pain, ou avec ma mère. Et puis les Alliés nous bombardent et nous tuent. J'étais rue Saint-Jacques, en face de l'hôpital Saint-Jacques, après le pont de Pirmille. Et donc il y a là une sorte de perversion du réel. Pour l'enfant, c'est extraordinaire. Ça lui pose des questions sur qu'est-ce que la réalité. Si ces adultes qui, à l'époque, se comportaient, au tout début, hein, après ça a été mal, se comportaient comme des adultes, hein, ils faisaient les courses, ils saluaient dans les rues, etc. Comment, pour un enfant de 8 ans, ça pose des questions. Et puis par contre, ceux qui nous tuent nous libèrent. Et c'est la vérité. Mais ils nous tuent. C'est un peu compliqué, on devient vite philosophe, hein, très vite. On ne peut pas traiter de l'emploi de l'espace et de son aménagement, urbain ou autre, sans traiter de l'emploi du temps. Là encore, Bergson avait raison, et le conflit avec Einstein était un conflit paradoxal. Parce que l'un parlait du vite et l'autre parlait du vif. L'un parlait du vide, avec les ondes, et l'autre parlait du vivant.
Il va falloir que les deux se rencontrent. Il va falloir, et je crois que c'est au cœur de l'université du désastre, que la phénoménologie d'un côté et la physique s'épousent. C'est impératif. On ne peut pas faire autrement. Et c'est là où l'expérimentation est déterminante. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui séparait la pensée magique de la science, c'était l'expérimentation. Et là, nous sommes devant une expérimentation qui est celle de la durée de l'impact du progrès, de l'impact de la découverte, etc., etc. Nous habitons le temps comme nous habitons l'espace et la durée. Et le propre du futurisme de l'instant, c'est qu'il élimine et le passé et le futur. Tout de suite. On est devant une société de l'immédiateté, de l'ubiquité et de l'instantanéité qui est une forme du divin. Or, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes et des femmes. J'ai été un homme de la lumière. Parce que le vitrail, c'est quoi? Le vitrail, les grandes rosaces du Moyen-Âge, c'est quoi? C'est des soleils. C'est donc la lumière. Et comme je le dis dans mes derniers livres, nous ne vivons plus au siècle de la lumière, au siècle des lumières, mais au siècle de la vitesse de la lumière. C'est la vitesse qui nous éclaire. Il y a une sorte d'illuminisme aujourd'hui télévisuel qui vient de la rapidité des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire de la vitesse de la lumière. Et donc, d'une certaine façon, mon passage par le vitrail a expliqué mon intérêt, et pour l'architecture, parce que je rappelle que le gothique, c'est faire entrer la lumière et le soleil, contrairement au roman, dans l'espace de la caverne de l'église romane. Mais c'est aussi la découverte qu'aujourd'hui, l'instantanéisme est devenu une sorte de religion, comme l'illuminisme. L'illuminisme, c'est le culte solaire. Et le culte solaire est à l'origine pratiquement de toutes les religions. Eh bien, aujourd'hui, c'était le culte de la lumière. La lumière. Aujourd'hui, c'est le culte de la vitesse de la lumière. D'où les recherches extraordinaires sur les nanochronologies, c'est-à-dire sur ces mises en œuvre à travers des nanotechnologies de milliardièmes de seconde, c'est-à-dire d'un temps qui échappe totalement à la pensée, à la réflexion et à l'histoire. Vous voyez le paradoxe du titre, le futurisme de l'instant. Le propre de l'instant, c'est que c'est qu'il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir. C'est d'ailleurs mon maître, il y a eu Gaston Bachelard, l'intuition de l'instant, et puis Vladimir Jankélévitch, sans qui je n'aurais jamais enseigné, qui était musicologue. Je rappelle que Vladimir Jankélévitch était non seulement un des meilleurs profs de philo, ça ne veut pas dire un des meilleurs philosophes. Il y en a qui étaient meilleurs que lui, mais un des meilleurs profs de philo, et quelque part, il m'a appris la philosophie dans le dialogue, la philosophie orale, et non pas l'écriture. Et d'une certaine façon, la dromologie, c'est-à-dire cette discipline qui s'intéresse à la vitesse, est une musicologie, les rythmes, les pulsations. Une science de la vitesse, quand elle existera, sera une sorte de musicologie. Quelque part, la question de la chronopolitique, qui n'est pas très très développée, parce que justement on n'a pas réussi à entrer dans cette intelligence de la rapidité, c'est une forme de musicologie. Donc, quelque part, nous sommes au début de la fin de la sédentarité. D'où l'importance aujourd'hui des gares, des ports, des aéroports. Si on prend Dutilleul, qui est l'architecte de la SNCF, il est en train de transformer Marseille, et il va le faire pour d'autres villes, la gare Saint-Charles, en centre de Marseille. Ce n'est plus un lieu d'embarquement, c'est le centre de Marseille. C'est-à-dire là où il y a rupture de charge entre un véhicule et un autre. Donc après la révolution des transports, la révolution de l'emport. Parce que si on prend les navires containers, qui sont des véritables buildings, si on prend les avions 1000 places, si on voit que l'on est en train de jouer sur le portable, sur l'emportable. Quelque chose se joue là qui remet en cause la sédentarité et la ville. Alors, dire ça, comme souvent, tu exagères, ce qu'on me dit. Et moi, je réponds, parce que vous croyez que vous avez encore la liberté d'exagérer. Je ne crois pas que l'on puisse exagérer. À cause de quoi? Du progrès. Et je ne le nie pas, ce progrès. Je dis qu'il a pris une telle ampleur, il est arrivé à une telle réussite
qu'il s'interdit lui-même. Vous voyez ça, c'est un événement hors norme. Et là, il faut une université nouvelle pour faire ça. Si on prend, et puis j'arrête parce que si on prend l'université du Moyen-Âge, gréco-latine, judéo-chrétienne et arabe, elle s'est bâtie contre la barbarie. Et s'il y a eu un siècle des Lumières, s'il y a eu un progrès, c'est parce que les gens de la Grèce et d'ailleurs se sont réunis pour penser l'universel. Mais il y avait un risque, il n'y avait pas simplement la grande peur de l'an 1000, il y avait le risque de la barbarie. Eh bien aujourd'hui, la barbarie, c'est la réussite du progrès. C'est les dégâts du progrès. Et alors encore une fois, il n'y a pas un mauvais génie derrière, etc. Non, c'est la réussite même qui dépasse la réalité du monde, les quantités, les mines, les réserves naturelles, et puis la réserve naturelle de la contraction du monde. Parce que demain, prenons un exemple, si demain nous voyageons tous en hypersonique pour les transports physiques, et si nous utilisons les nanochronologies, etc., la Terre, c'est fini. Donc quoi? La claustrophobie, la panique, le grand enfermement dont parlait Michel Foucault. Quand on a créé les asiles, il a dit que c'était le grand enfermement. Eh bien, le grand enfermement, là, il est global, il est écologique. La Terre est trop petite pour le progrès. Dire ça, ça ne veut pas dire qu'on est contre le progrès et qu'on va revenir aux moutons et comme dans le Gers après 68. Pas du tout. Mais ça veut dire que c'est une réalité. C'est une grande réalité qui illustre la phrase d'Hannah Arendt. Le progrès et la catastrophe sont l'avers et le revers de la même médaille. Eh bien, aujourd'hui, les dégâts, ils sont insurmontables. Une menace d'ingouvernementalité de la ville. Si on prend par exemple les villes américaines qui sont en train de se dépeupler, je pense à Philadelphie, c'est quand même pas rien, on a des little box, c'est-à-dire que le pouvoir est dispatché en dehors de la municipalité dans des petites boîtes, des little box, qui permettent la convivialité et l'autogestion. Résultat, il ne se fait rien dans la ville parce qu'il n'y a pas de moyens. Ben oui. Il n'y a pas les moyens. Le problème de l'urbanisme, c'est que ça coûte cher. Et donc, le fait de gérer la convivialité ne résout pas du tout au point que les gens quittent les villes pour aller à la campagne, etc., ou ailleurs. Non, on est à un moment critique puisque si vous prenez au sérieux, ce qui peut paraître exagéré, la fin de la sédentarité, c'est dingue. C'est anhistorique. C'est un truc, c'est millénariste. Dire, j'ose le dire, que le moment d'inertie va remplacer l'inertie immobilière, c'est une question fabuleuse, mais j'y crois profondément. La ville doit répondre à cette interactivité à distance qui n'a rien à voir avec l'activité de la coprésence. L'aménagement du territoire, qui est un élément fondamental de l'urbanisme, a disparu avec le plan, avec les plans à l'époque de De Gaulle, de Delouvrier, etc. Et l'aménagement du territoire ne peut plus se faire sans l'aménagement du temps, sans justement ce ministère de la relativité dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui traitera effectivement de la contraction du monde, pour qu'il n'y ait pas un décalage horaire dans la réalité. Vous voyez, on peut dire que notre histoire est en décalage horaire par rapport au progrès de l'accélération. On peut dire aussi une chose qui est importante, la dromosphère, c'est le mot que j'ai employé, dromos ça vient de course, la dromosphère, c'est-à-dire la sphère d'accélération du progrès, est l'équivalent dans les sciences humaines de la découverte de l'expansion de l'univers. Nous sommes encore dans les sociétés géopolitiques au stade de l'inertie de l'univers. L'univers est éternel, il ne bouge pas. Manque de chance, à travers Hubble et les astrophysiciens, on a compris que l'univers se dilatait. Eh bien, aujourd'hui, c'est notre accélération qui se dilate et qui réduit le monde à rien. D'où l'importance d'un ministère de la relativité, ce que j'ai appelé le grand ministère du temps qui passe, c'est-à-dire du tempo et de tout ce qu'on vient de dire là. La rencontre de Bergson et de Einstein qui enfin s'épousent, et aussi du temps qu'il fait. Parce que je rappelle que la météo politique,
va faire partie de la géopolitique. Et les techniques de la météo n'ont rien à voir avec les techniques du foncier et de l'aménagement du sol, etc. C'est des logiques aléatoires, c'est des logiciels particuliers, c'est la pensée statistique. La météo, c'est loin d'être une science exacte. Il y a le mur du hasard qu'on ne dépassera pas, le mur de l'accident, quoi. Donc on est là dans une logique imparable. Ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis. Vous comprenez bien. C'est la relativité. On ne peut pas continuer à parler de projection azimutale équidistante. Vous comprenez ? C'est pas possible. Il faut une chronopolitique. D'autant plus que l'accélération est de plus en plus vaste. Je donne un exemple. Parce que là, je l'ai de Les Échos de cette semaine. Le journal Les Échos. Et là, j'ai mon ami Alain Bailly qui s'y connaît. Voilà, c'est le mercredi 14 avril dans Les Échos. L'essor controversé du trading à haute fréquence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a désormais des plateformes électroniques qui remplacent les traders par des logiciels qui fonctionnent à la vitesse des nanochronologies. Et la bourse de Londres, le gendarme de Wall Street ou le gendarme de la CEE commence à poser des questions sur le délit d'initié. Le délit d'initié, c'est dans un temps commun. On a su des choses que vous n'avez pas su, qu'on aurait pu savoir. C'est le délit d'initié, je dirais, qui prend son temps. Mais là, il suffit d'avoir des logiciels à un niveau de sophistication, en attendant l'informatique quantique, l'ordinateur quantique, pour pouvoir jouer les cotations et le jeu de l'industrie financière dans des intervalles de temps tellement petits que, bien sûr, ceux qui ne disposent pas de ce matériel ne peuvent pas jouer. La concurrence est faussée. C'est une distorsion de concurrence. Moi, je parle d'anamorphose. En plus, elles sont anamorphose de la concurrence. Elles sont complètement éclatées de surcroît. Totalement elles sont éclatées. Plus centralisées. C'est plus la City. Et vous vous rendez compte que l'argent des bonus des traders n'ira plus, et c'est la petite caricature, n'ira plus dans les poches des traders, elle ira dans le matériel. C'est-à-dire les grandes banques qui sont en train de s'installer et que l'on protège parce qu'elles sont un risque systémique considérable, auront des ordinateurs, l'équivalent de la guerre nucléaire, des logiciels qui fonctionneront à des vitesses extraordinaires, et donc le délit d'initié se fera dans l'instant. Vous parlez de synchronisation des émotions. Oui. Qu'entendez-vous par là et est-ce grave ? C'est très important. Alors, les sociétés de la révolution industrielle sont des sociétés de la standardisation. Très important, la notion de standard. La révolution industrielle a abouti à la standardisation non seulement des produits, c'est le propre de la fabrique industrielle, mais aussi des opinions. Quand on parle d'une démocratie d'opinion, c'est une démocratie standardisée par la presse et la liberté de la presse. Donc la standardisation a été un élément déterminant de nos sociétés démocratiques. La presse d'opinion, l'opinion publique sont liées à la possibilité d'une standardisation, c'est-à-dire d'un avis commun, et pas de l'anarchie de tout le monde fait ce qu'il veut partout, etc. Or, aujourd'hui, nous vivons un autre S, la synchronisation, l'interactivité, le moment d'inertie dont on parlait tout à l'heure, favorise un sentiment, une émotion publique, non seulement une opinion publique construite à travers des journaux, à travers des rencontres, etc., mais une émotion publique, ce que j'ai appelé le communisme des affects, c'est-à-dire ressentir à l'échelle du monde la même émotion au même moment. C'est une puissance colossale. C'est un phénomène religieux. C'est presque ce qu'on appelle dans le christianisme la parousie. Encore une fois, c'est un phénomène religieux. Alors ça peut être pour le pire ou pour le meilleur. Haïti, ça serait le meilleur, mais le pire, vous l'imaginez aussi, à travers le World Trade Center, par exemple. En direct. Donc, quasiment en direct. Absolument en direct. Donc ça crée un corps social. Là, le corps social, tout d'un coup, ressent le même affect. Quelque chose se joue de la communauté des saints.
voyez, là encore, quand on a une culture religieuse, même si on n'est pas théologien, c'est une sorte de communauté des saints. Mais c'est en même temps complètement cinglé. Vous comprenez ce que ça veut dire? Parce que le totalitarisme a joué de ça dans les stades avec Hitler, avec Mao, avec Mussolini, etc. Qu'est-ce qui se passait dans les stades de Nuremberg ou dans les stades de Pékin, sinon cette parousie, cette communauté des communistes? Et donc, il y a là la constitution d'un nouveau type de société. La société communiste, connue, c'était celle de la communauté d'intérêt, les classes sociales, vieilles comme le monde, même si on ne les appelait pas comme ça. Communauté d'intérêt. À la limite, c'est très difficile de le contester. De contester qu'il y ait toujours une communauté d'intérêt. Sinon, c'est quoi? Eh bien là, on a maintenant créé la possibilité d'une communauté d'émotions instantanées. C'est un événement catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il est totalitaire. Il est même globalitaire. C'est-à-dire que c'est à l'échelle du monde, c'est plus seulement à l'échelle de l'Allemagne, de l'Italie ou de la Chine. Et ça, cette synchronisation-là, qui va avec ce que je disais tout à l'heure du moment d'inertie, cette interactivité de l'émotion, que j'ai appelé tout à l'heure un orgasme d'empathie. Vous voyez, c'était pour le bien, là. Mais ça peut être aussi « tue-le, à mort l'arbitre !» Et sauf qu'il y a beaucoup d'arbitres à massacrer. Donc vous voyez, il y a là des problèmes qui sont liés au tempo de l'histoire. C'est plus simplement l'accélération de l'histoire, c'est le tempo qui est trop rapide et qui favorise cette synchronisation, qui est un phénomène qui n'est pas politique, qui est religieux. Fondamentalement religieux. Hein, je rappelle, je suis converti adulte et ça veut dire que l'athéisme, je comprends très bien qu'il y ait des gens athées. Moi-même, je l'ai été, je n'ai pas oublié. Donc il y a là quelque chose qui joue au moment où on est tellement contre la pensée religieuse, elle revient à travers la cybernétique, elle revient à travers l'accélération du réel, elle revient à travers cette synchronisation des émotions qui est un phénomène éminemment divin. Je suis un territorialiste, je suis un homme du terrain. Un urbaniste, c'est un homme du corps territorial. Il y a 3 corps, les 3 grands corps. Le corps territorial, c'est la planète. Si ce corps territorial n'existe pas, il n'y a pas de corps social. Il faut une planète, c'est l'écologie, si vous voulez. Puis il y a le corps animal, animal animé. C'est-à-dire qu'on fait partie de l'espèce animale. Nous, les hommes, nous sommes des animés. Parfois des animaux. Disons que j'ai compris à quel point le territoire était menacé par le progrès. Non seulement par les bombes qui risquaient de nous faire sauter, c'est l'époque d'Atomic Café, c'est l'époque de la guerre froide et de l'équilibre de la terreur. Et donc, j'ai écrit sur cette menace concernant le territoire, au point que j'ai pu dire et écrire au moment où Fukuyama publiait La fin de l'histoire, non, c'est la fin de la géographie. Et donc là, le travail sur la vitesse est devenu essentiel. La fin de la géographie, c'est que ça va trop vite, que le monde est trop petit pour le progrès, y compris pour le profit instantané. On le voit bien d'ailleurs avec la crise. Donc l'insécurité du territoire, c'est effectivement la virtualité, la cybernétique, qui nous font entrer dans un espace autre. On a appelé ça le 6e continent, le cybermonde. Et dès les années 70-75, l'insécurité du territoire introduisait ce thème de la perte du rapport au sol. Ce qu'on appelle aujourd'hui la délocalisation, ou l'externalisation. D'abord, il y a 2 écologies et on ne parle que de la même. L'écologie verte, c'est-à-dire la pollution des substances, la faune, la flore, etc. Mais j'ai lancé le thème au sommet de la Terre en 92 à Rio, la pollution des distances. C'est-à-dire que ce n'est plus la nature qui est polluée, c'est la grandeur nature, c'est-à-dire les proportions. Pour un architecte, tout est dans les proportions. Je rappelle que les proportions, c'est l'art de l'architecture. Donc, il faut aujourd'hui, à côté de l'économie politique de la richesse, une économie politique de la vitesse. Les 2 ensemble. Il faut donc une intelligence qui répondrait à la nécessité d'une polychronie. Je dis bien polychronie, pas polychromie. Ce que j'évoque là
est ou bien une utopie chronique, ou bien une uchronie topique. Mais c'est toujours la rencontre de l'espace et du temps. Je fais toujours du relativisme. Je ne peux pas séparer l'emploi du temps de l'emploi de l'espace. Le principe de précaution, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ? Parce que c'est un handicap. Le principe de responsabilité, lui, par contre, est fondamental. Et donc, on ne pourra pas se passer de développer le principe de responsabilité. Mais pour ça, il faut une connaissance précise de ce qu'est l'accident, de ce qu'est la catastrophe et de ce qu'est le désastre. J'appelle désastre, ça réfère à l'astre, dans le latin, astre. C'est pour ça que j'ai dit université du désastre. C'est à l'échelle du monde et de l'écologie. Donc, rappelez-vous, chez les Grecs, le temps est l'accident des accidents. C'est Aristote. Le temps est l'accident des accidents. C'est là où nous devons faire un crash test. Nous devons étudier cet accident-là. C'est ça la dromologie. C'est de travailler sur l'accident du temps. Je rappelle, en 2 mots. La substance est absolue et nécessaire. L'accident est relatif et contingent. C'est la base de la théorie de l'accident. Donc l'accident, c'est ce qui arrive, et la substance, c'est ce qui est. Par exemple, ce qui est, c'est la montagne, et ce qui arrive, c'est l'éboulement, etc., etc. Cette logique-là, que l'on vit tous les jours en première page ou dans les écrans au moment des informations, qui en parle ? Moi, j'ai fait une exposition qui s'appelait « Ce qui arrive ». Non pas ce qui est, mais ce qui arrive, le temps qui passe, le temps qu'il fait, les éboulements, les tremblements de terre, etc. Quelle que soit la production scientifique, technique, la question de l'impact sur le temps, sur la longue durée, des événements, des pollutions, etc., fait partie de la responsabilité. Moi, je vois que, par exemple, pour le nucléaire, la première question, on n'en parle pratiquement jamais. On parle de Tchernobyl, mais l'essentiel, c'est les déchets. Or, regardez, les déchets atomiques, ça se compte en millénaires, en centaines d'années, en milliers d'années, etc. Ça s'appelle de l'irresponsabilité. Alors, en disant ça, je ne suis pas contre le nucléaire. Je suis contre cette intelligence qui nie cette dimension temporelle des dégâts du progrès. Si les dégâts du progrès, c'est l'obsolescence d'un objet, vous savez, dans les objets techniques, maintenant, en particulier les télécoms, on inclut l'obsolescence. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain délai, ça ne marche plus. Donc l'objet n'est plus là pour durer le plus longtemps possible, mais il est là pour durer 1 an ou 2. Et après, il faut en acheter un autre. Cette logique-là, elle s'est étendue à l'échelle du monde entier. Pas simplement au niveau des objets produits par l'industrie. C'est vrai aussi au niveau des découvertes scientifiques, c'est vrai au niveau des énergies, etc. Donc la prise en compte du temps, du ministère du temps, est déterminante. La chronopolitique, là, elle joue. Elle doit jouer là aussi. Et pas simplement au niveau des réserves pétrolières ou des réserves de minerais, etc. Mais au niveau de l'impact du progrès. Le principe de précaution risque d'être seulement un handicap. Parce que qui définit la précaution ? Le principe de responsabilité engage le créateur, engage l'acteur. Il est dans l'éthique de son œuvre. L'œuvre, la découverte, va de pair avec l'intelligence du désastre. Alors je rappelle, la première université du désastre catastrophique, ça s'appelle l'Arsenal. Parce que quand même, l'industrie, elle est née de quoi ? Elle n'est pas née dans les fabriques de boîtes d'allumettes ou d'épingles nourrices. Elle est née dans l'Arsenal. Et Galilée, quand il invente il ne l'invente pas, mais enfin sa lunette, il va la proposer à l'Arsenal de Venise pour pouvoir faire la guerre à distance. Donc cette idée d'une université du désastre, c'est le contraire même de l'Arsenal. L'Arsenal, on fabrique des catastrophes pour couler des bateaux, pour faire exploser des planètes, pour faire exploser des villes, etc., comme j'ai vécu pendant la guerre, alors que là, il s'agit de faire le même travail, mais pour le bien. Mais c'est une intelligence paradoxale, vous voyez. Elle n'est pas opposée au progrès, au contraire, elle entre dans sa complexité.
Là, on retrouve Edgar Morin, la pensée complexe. La célébration a remplacé la célébrité. Je m'explique. Aujourd'hui, l'homme célèbre, que ce soit Michael Jackson, Zidane ou Schwarzenegger, c'est un phénomène promotionnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personnalité politique. Je pense à Churchill, je pense à De Gaulle, je pense à Mendès France, mais on peut en citer d'autres, etc., qui étaient des penseurs politiques, qui étaient ce qu'ils voulaient, à gauche ou à droite, peu importe, qui étaient donc dans le champ du politique, des Sciences Po. C'étaient des hommes qui étaient arrivés par des événements historiques, mais qui avaient une pensée politique, qui avaient ce qui fait votre enseignement ici. Or, la célébration médiatique, je dis bien, a remplacé cette célébrité-là. C'est-à-dire que, y compris d'ailleurs notre président, l'image médiatique a remplacé le contenu, là encore. La réalité de l'homme d'État est remplacée par son mirage, par ses apparitions, par son phénomène promotionnel, là aussi, à gauche comme à droite. Hein. Inutile de dire qu'on pourrait parler de Ségolène Royal, que j'ai connu au moment du sommet de la Terre à Rio. Donc il y a quelque chose qui se joue là. Je crois que la célébrité est finie. Et que désormais, on ne peut plus espérer être célèbre. Je prends un exemple à la télé, dans ce jeu que vous connaissez, La Ferme, etc., etc. On demandait à un jeune, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Alors certains disaient, tout ce qu'on veut, moi, pilote de Boeing, etc. Et il y en a un qui avait tout compris, qui a dit, je veux faire célèbre. C'est-à-dire que faire célèbre est un métier. C'est vrai dans l'art aussi. Hein. Quand on voit le marché de l'art aujourd'hui, c'est un travail promotionnel qui dépasse l'œuvre. L'œuvre ne compte pas essentiellement, peu importe finalement. L'important, c'est d'occuper les écrans. C'est pareil d'ailleurs dans le domaine du terrorisme. Le problème, c'est d'occuper l'écran. Soit par un kamikaze, soit par un attentat. C'est d'être présent dans l'écran, présent dans la communauté d'émotions, et non plus dans la communauté d'intérêt pacifique ou révolutionnaire.